Bonjour et bienvenue dans mon podcast CM au sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités, on échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute. Salut Rudy. Salut. Ça me fait plaisir. Ouais, ça va super. Franchement, ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation pour le podcast. C'est hyper chouette. Avec plaisir. En fait, tu es créateur de contenu depuis 2009, tu vois. Mais ça fait combien de temps que tu es community manager ? Alors, c'est l'inverse. Je suis créateur de contenu. Je suis community manager depuis 2009. Ouais. Officiellement, parce que c'est mon premier stage que j'ai fait en 2009. Mais je vais te raconter justement l'anecdote de ça. C'est que moi, je crée du contenu depuis que je suis adolescent. Pour ceux qui vont regarder, il y en a qui sont des 2000, donc ils connaissent pas ça. Mais moi, j'ai commencé à créer du contenu sur Skyblog. J'étais un Skyblogger. Et j'étais ce qu'on appelle un blogstar. C'est un terme, hein. Blogstar, ça veut dire que tu es mis en avant sur la homepage de Skyrock. Donc, c'est comme si tu étais sur la home de YouTube, par exemple, dans la page des recommandations, tu vois. Ok, donc chaque semaine, il y avait une équipe éditoriale qui choisissait des blogs à mettre en avant et à mettre en ce qu'on appelle blogstar. Ouais. Et donc, moi, j'ai été plusieurs fois blogstar parce que je crée du contenu très, très régulièrement. J'écrivais des articles un peu, tu vois, pour les adolescents, quoi, un peu divertissement, etc. Et je faisais déjà des vidéos. Ouais. T'étais toi-même ado à ce moment-là ou... Ouais, j'étais moi-même ado. Hein. J'avais quoi, peut-être 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. D'accord. Ok. Plus, mais un truc comme ça. Et je faisais des vidéos que je mettais sur Dailymotion. Ouais. Donc, j'ai commencé à créer du contenu à l'adolescence. Okay. Et donc, j'ai continué plus ou moins, on va dire. J'ai continué à être sur les réseaux sociaux comme Twitter, etc. Et j'ai fait une école de commerce. Donc, je fais une école de commerce tout à fait normale. Ça s'appelait Euromed Management avant. Maintenant, c'est Kedge Business School. Et on reçoit, tu sais, toujours des suggestions d'offres de stage et tout dans la boîte de... Donc, je vois toutes les suggestions et je vois un truc qui s'appelle Community Manager et je vois agence web. Et c'est la première fois que je vois une offre d'une agence web. Tu vois, je savais même pas ce que c'était, je connaissais pas, tu vois. Ouais. Et donc, je clique, tu vois, par curiosité, je vais voir. Et je postule, mais honnêtement, un peu automatiquement. Tu sais, quand tu fais des candidatures comme ça, tu postes, tu réfléchis pas trop. Ouais. Je le fais un peu de façon automatique. Et je vais à l'entretien. Et en discutant, je me rends compte que la recruteuse, elle me dit, mais alors vous avez un blog? Mais racontez-moi alors votre Skyblog, comment ça se passe? Et vous êtes sur les forums aussi? Mais qu'est-ce que vous faites sur les forums? Moi, j'étais sur des forums, tu sais, de foot, de jeux vidéo et tout. Ouais. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que vous faites sur ces forums? Et donc, en fait, au fur et à mesure de la discussion, c'est là que je me rends compte, je me dis, mais en fait, tout ce que j'ai fait là, les réseaux sociaux, la création de contenu, ça devient une compétence professionnelle. Et du coup, de là, c'est ce que je suis devenu, community manager, créateur de contenu, etc., etc. Ok, et ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était en 2009. Ah, d'accord. En 2009, donc, c'était genre... Premier stage. Premier stage de community manager, exactement. De ouf, quoi. D'accord. Et donc, j'ai fait ce stage-là. Et après, j'ai commencé en freelance également. Donc, après, j'ai continué en parallèle de mes études à être freelance, community manager, etc., quoi. D'accord, et donc tu as travaillé dans cette agence en stage, ensuite quand tu es sorti, tu as continué en free ou en salarié, et en même temps, en parallèle, tu as continué le contenu, tu n'as jamais arrêté en fait, c'est ça ? En fait, j'ai fait un stage. Ouais. Ils m'ont gardé en CDD, ouais. Ils m'ont proposé un CDI, mais moi je me suis dit, mais c'est bien, c'était super bien, j'étais content. Je me suis dit, j'ai envie d'aller aux États-Unis, je me rends compte que ce que je fais, je peux le faire des États-Unis. Donc, du coup, je vais partir 6 mois. Je suis allé à San Francisco pendant 6 mois et j'ai continué à faire des missions pour des clients qui étaient en France, des petites missions, tu vois, mais qui me permettaient de financer ma vie aux États-Unis. Et donc, j'ai fait un an de césure où voilà, j'ai voyagé en France et aux États-Unis. Et après, je suis rentré, j'ai repris mes études en master, puis j'ai continué. Après, j'ai lancé ma carrière normale, quoi. D'accord, c'est impressionnant. Et du blog, tu es passé à d'autres canaux, à YouTube par exemple, où tu étais déjà dessus, Facebook, tout ça, où tu étais déjà dessus et tu continues à créer pour toi dessus ? Alors, moi, j'ai toujours créé du contenu
un peu sur toutes les plateformes sur lesquelles j'étais. En fait, quand j'étais étudiant, c'est là que Facebook a été créé, en tout cas qui a été démocratisé auprès des étudiants internationaux. Donc nous, on a reçu Facebook, on s'est dit c'est trop bien. Facebook, c'est que pour les jeunes, que pour les étudiants. Il y a toutes les universités, les meilleures écoles, etc. Et donc là, j'ai commencé à poster des trucs. Après, les pages sont arrivées. Donc j'ai créé ma page, j'ai commencé à gérer des pages pour d'autres comptes, etc. Et en parallèle, oui, je faisais des vidéos sur, comme j'ai dit, sur YouTube, je tweetais, des choses comme ça. Ouais. Ok, donc en fait, tu étais CM, mais en parallèle, tu étais aussi créateur de contenu. Enfin, tu crées grave de contenu à côté, quoi. Oui, sur ta personnalité à toi. D'accord. Ouais, exactement. Ok, c'est super intéressant. Et si, par exemple, alors, je vais passer à autre chose. Si je venais à Marseille demain, tu vois, chez toi, qu'est-ce que je verrais dans ton environnement de travail, vie pro, vie privée qu'est-ce que je verrais, tu vois? Voilà. Alors ça, déjà, vie pro, vie privée, tu peux mettre une virgule et tu peux mettre un tiret. Parce que là, elle est floue, la différence entre les deux, tu vois. Elle est vraiment floue. Justement, là, je fais des travaux dans mes bureaux qui sont en fait collés à ma maison. Donc, il y a ma maison et il y a mes bureaux qui sont collés. C'est une partie de ma propriété, en fait. Donc là, actuellement, vu que les travaux ils sont là, moi, je suis dans ma chambre. Je suis dans la chambre, toute l'installation, j'ai plusieurs écrans, je suis vraiment resserré dans 2 mètres carrés. Bon, c'est temporaire, c'est le temps des travaux, mais en gros, déjà, il y a ça. Mon poste de travail, je suis dans ma chambre. Deuxième chose, c'est que vu que je fais des vidéos TikTok et que nous, ce qu'on vend, on vend l'authenticité, on vend la vérité, on vend les User-Generated Content, les UGC, c'est qu'on fait beaucoup de tournages à la maison. Que ce soit moi ou ma compagne Mélodie, qui est mon associé, on se filme beaucoup à la maison. Donc, dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin, etc., etc. Donc, tu verrais quoi? Tu verrais un mélange entre ma maison et mon bureau. Tout est mélangé, quoi. D'accord. Et ça toi, ça te va. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas faire ça. Est-ce que toi, au début, tu faisais autrement ou tu as toujours fait ça naturellement et ça s'est imposé, quoi? Alors, au début, comment j'ai fait? Comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours été créateur de contenu, etc. Ouais. Donc, déjà, le contenu, je l'ai toujours créé de chez moi. Par définition, on le crée de chez soi. Bien sûr. Donc, j'avais cette partie où je créais de chez moi et une autre partie où j'allais au bureau pour travailler en entreprise, etc. Mais honnêtement, moi, au fur et à mesure des années, je comprenais pas pourquoi je devais aller au travail, tu vois. Je comprenais vraiment pas cette idée-là. D'être bloqué dans un bureau, que ce soit pour la productivité, je trouvais pas ça pertinent, et que ce soit par rapport à ma personnalité. Après, ça dépend des profils, tu vois. Mais moi, je suis pas forcément à l'aise à aller en entreprise dès le matin jusqu'au soir, à être là, comme ça, parler à la cafétéria, à la machine à café. Du coup, moi, ça me convenait pas. Donc, dès lors que j'ai vu que je pouvais faire un maximum de choses à distance et du coup, un maximum de choses de chez moi où je me sens bien, il y a ma famille, il y a mon confort, il y a tout, il y a la nature à côté, j'ai décidé de faire comme ça, quoi. Ouais, très bien. En fait, oui, c'est une grande chance de pouvoir travailler de chez soi quand tu es freelance. Enfin, moi, je bosse de chez moi aussi, mais bien sûr, pour arriver à travailler de chez soi, il faut quand même avoir avant su développer son réseau, tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça se mérite, quoi. Donc, ouais. Il faut 2 choses. Il faut déjà des conditions de travail qui soient bonnes. Moi, j'ai la fibre, par exemple, ce qui n'était pas le cas dans d'autres logements. Donc, la fibre, déjà, ça change tout. Parce que les collaborations sur Google Drive, les vidéos qu'on s'envoie avec des clients qui sont partout en France, mais aussi à l'étranger, il faut pouvoir assumer un débit Internet qui est intéressant. Il faut que ton installation elle soit confortable, que ce soit au niveau de ton ergonomie, au niveau de ton matériel, il faut que tout soit optimisé. Et il faut que tu puisses passer en mode travail et que le travail soit séparé du mode loisir. Moi, je sais quand je suis installé dans mon bureau, j'ai mes écrans, j'ai mon matos, j'ai mes lumières, j'ai mes caméras. Je sais que c'est mon cerveau et c'est mon mode travail. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut et qui est importante. Et la seconde chose, comme tu dis, c'est qu'il faut pouvoir avoir les clients qui te le permettent. Ouais, exactement. Je fais une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Donc ouais, ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que y en a plein qui rêvent de travailler chez soi, mais quand tu travailles de chez toi et que tu as un canapé qui te fait mal au dos au bout de 2 heures et que en plus tu fais pas de sport à côté parce que tu n'as aucune hygiène de vie, là ça devient compliqué. Non, mais c'est clair, il faut investir. En fait, vu que tu n'investis pas dans autre chose, dans des bureaux, par exemple, tu vas investir chez toi dans du matériel qui va te permettre de durer sur le temps, quoi.
Ouais, c'est clair. Et toi, au niveau hygiène de vie, tu vois, enfin, tu bosses de chez toi, mais tu marches par bloc de temps, tout ça, ou enfin, c'est bien segmenté, tout ça, ou... De toute façon, moi, je suis père de famille, donc j'ai des blocs de temps dans tous les Ah cas. oui, ça c'est C'est que sûr. c'est mes Obligatoire. enfants qui rythment. En fait, je me lève. Ouais, Parfois, donc je me lève vers 7 heures en général. Parfois, je travaille tout de suite, une demi-heure, histoire d'accord. de commencer 2-3 trucs urgents avant de m'occuper de mes enfants, le petit-déj, les habiller, partir à l'école. C'est moi qui les amène à l'école. Donc, du coup, ça me permet de faire une petite marche dans le village où on habite. Donc, je prends l'air, je vois la nature, etc. Je reviens, je fais un petit peu le point avec ma compagne. Je recommence à travailler entre 8h30 et 9h. Et là, j'ai un bloc qui dure en général jusqu'à 12h30. Parce qu'avec mon équipe, on travaille jusqu'à 12h30. Ouais. Après, je refais un temps de pause, soit dans le salon avec Mélodie, on discute, on parle, on prend le temps, on se met sur la terrasse ou quoi que ce soit. Soit je vais marcher, si je peux et que les conditions le permettent, je vais marcher. Ensuite, je reprends un deuxième bloc de travail jusqu'à ce que ce soit l'heure du repas. Nous, on mange très tôt, on mange à 18h30, donc ça permet de mettre un stop à la journée. Ouais. Et donc, je passe le temps avec ma famille, mes enfants. Et s'il faut, comme beaucoup, je retravaille le soir si besoin. Ouais. Ok, super, super intéressant de découvrir ça. Le week-end, pareil, s'il faut, tu bosses le week-end aussi. S'il faut, évidemment que je bosse le week-end. Par exemple, là, j'ai un rendez-vous pour le week-end prochain, une mission qui se passe le week-end. En fait, le week-end, j'ai un truc à dire. C'est que quand on est motivé et qu'on veut travailler, le week-end, c'est un peu un cheat code. Parce qu'on a ce bonus que les autres n'ont pas. Il y en a qui disent, le week-end, je travaille pas. Si toi, tu es au même niveau que quelqu'un d'autre, mais que tu travailles le week-end, tu as un avantage concurrentiel qui est énorme. Donc moi, au début, quand je me suis lancé, j'ai vraiment utilisé cet avantage, travailler le soir, travailler le week-end, comme un truc que je me suis dit, si je fais le maximum, je serai imbattable quelque part, tu vois, parce que pas tout le monde peut se le permettre de faire ça. Ouais. Voilà, ok. Et du coup, t'as lancé ton compte TikTok. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton avancée professionnelle, tu vois, quand tu l'as lancé? Oui, quand même. Alors moi, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, etc., que je travaille. Donc j'avais déjà des clients, etc., des grands groupes, des agences qui étaient des partenaires avec moi, tout ça. Donc j'aurais pu me développer différemment. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que quand j'ai créé mon compte TikTok, que j'ai fait une première vidéo tout de suite qui a fait 1 million de vues alors que j'avais 0 abonné, que ça m'a permis de signer un contrat avec une agence américaine, là pour moi j'étais lancé et ça a été vraiment une boule de neige qui a fait que tout s'est enchaîné. J'ai eu beaucoup de demandes. J'ai été considéré rapidement comme une personne qu'on pouvait aller voir pour de l'expertise. Donc oui, clairement, TikTok, moi je remercie TikTok parce que TikTok m'a beaucoup donné, ça c'est clair. Tu l'as lancé en quelle année à peu près? Alors, mon compte perso, je l'ai lancé en 2020, à l'été 2020. Ouais. Et t'as créé un compte pro à la suite, c'est ça? Non, mon compte perso, c'est mon compte pro. Quoi. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Ouais. Je croyais que j'avais 2 comptes et je me disais, ok, bizarre. Et d'accord, c'est bien ça. Ouais. Et j'ai plusieurs comptes, mais on va dire mon compte principal. Oui, à toi, oui, d'accord. C'est ton compte boule de neige. Et tu as créé ton agence, t'as engagé des salariés avant ton compte TikTok ou c'était toi l'idée en fait? Parce que tu étais freelance, tu étais community manager freelance, tu bossais avec des agences, tout ça, et tu as décidé d'ouvrir ton agence dans quelle raison, dans quel but? Alors, la première raison, quand j'ai ouvert ma société, mon agence, ma société, la première raison, elle était d'ordre de gestion administrative. Parce que quand tu es freelance, tu gagnes de l'argent, tu payes des impôts et après tu dépenses. Alors quand tu es une société, c'est l'inverse. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses et après tu payes des impôts sur le reliquat. Donc, mon expert comptable m'a conseillé que la meilleure gestion, c'était d'avoir une société pour pouvoir avoir des frais professionnels que tu pouvais intégrer à ta société et qu'elle ait diminué ton résultat. Donc ça, c'est la première chose. Moi, au début, je n'avais pas vocation à devenir une agence qui emploie des gens, qui grossit. Moi, je voulais juste être un solopreneur qui gère bien son activité. Mais je me suis pris au jeu. Pourtant, je m'étais toujours juré de ne pas le faire. Mais je me suis pris au jeu et c'est vrai, quand on a beaucoup de demandes, moi, j'ai un peu cette phobie de me dire il faut que je le prenne maintenant parce qu'on ne sait jamais le futur, tu vois. Et je pense que beaucoup partagent cette vision-là. Donc, j'ai pris tout ce que je pouvais. Et du coup, j'ai dû d'abord avoir des partenaires avec qui je travaillais, donc d'autres freelances en qui j'avais confiance
et qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident toujours dans certains cas. Et ensuite, j'ai dû commencer à prendre des gens qui travaillent avec moi, quoi. Ah, d'accord. Donc, c'est là que tu as commencé à créer vraiment une agence spécialisée TikTok, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, oui, par exemple, là, dans l'équipe, on est tous des créateurs, créateurs et créatrices. Et on est plusieurs à avoir des abonnés, à avoir beaucoup de vues, etc. Donc, je sais quand on parle aux clients ou quand on fait des brainstorming entre nous, ça va vite, tu vois. Un tel, il va dire un truc, l'autre, il va dire « Ah, mais j'ai vu ça ». Je sais il y a vraiment de la compétence TikTok dans l'équipe. Et ça, pour les clients, je pense que c'est un avantage. Ok. Écoute, c'est super intéressant. Alors, moi, je suis allé regarder ton compte TikTok, hein, j'ai regardé tes vidéos, tout ça, et je trouve qu'elles sont vraiment cool déjà, hein, elles sont hyper rythmées. Ça se voit que t'es très très bon en montage vidéo, mais aussi en storytelling. Tu dis d'ailleurs dans une de tes vidéos sur ton compte qu'il y a que les CM qui peuvent créer un contenu que les entreprises ne pourront jamais être capables de faire, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer ça? Alors, c'est pas exactement ce que je dis. Je dis que c'est que les créateurs de contenu qui pourront faire ça. D'accord. Donc, en fait, moi, j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, la plupart des comptes, que ce soit des comptes perso ou des comptes pro, publient des contenus qui sont pas intéressants. Pour moi, c'est la plupart des contenus qui sont pas intéressants. On va dire 80%, je sais pas si c'est plus ou moins, mais on va dire c'est 80-20 la loi de Pareto. Parce que les gens créent du contenu par habitude, parce qu'ils doivent le faire, sans forcément réfléchir à est-ce que ça va marcher, quelle audience je veux toucher, pourquoi. Donc, il y a cette habitude de créer du contenu un peu pour rien. Et en face de ça, tu as des créateurs de contenu qui, eux, ils ont un objectif de plaire à leur audience, d'avoir une courbe de croissance, de se développer. Et du coup, eux vont créer un contenu qui va être beaucoup plus optimisé pour la viralité, pour l'audience, pour les interactions. Et du coup, ces créateurs de contenu, ils ont un avantage sur les entreprises et sur les autres qui est difficile à battre. Du coup, quand on a cette compétence de créateur de contenu, que ce soit TikTok, YouTube, Twitter, peu importe, hein, on peut vraiment l'appliquer dans le monde professionnel. Et quand on a cette compétence, c'est très facile d'aider une entreprise qui n'a pas la compétence en interne. Tu vois, tu disais au début que, juste avant que les entreprises font un contenu qui est souvent pas intéressant. Comment tu qualifies ce contenu qui est pas intéressant? Qu'est-ce qu'elles font exactement de pas bien, tu vois, les entreprises? Alors, moi, j'aime bien définir un bon contenu, en général une bonne vidéo, comme une vidéo que les gens ont envie de regarder. Déjà, c'est une base, mais c'est vraiment le cœur du truc. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont mettre une somme d'ingrédients, mais sans avoir une cohérence. Tu lui dis, mais c'est quoi cette vidéo? Est-ce que tu peux me raconter cette vidéo? Et ils vont te dire, oui, il y a ça dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Si tu veux pas la simplifier en une phrase, dire c'est la vidéo dans laquelle je fais ça, où il se passe ça, quelque part, c'est que ta vidéo a un problème, c'est qu'elle est trop complexe, on ne sait pas pourquoi tu as fait cette vidéo. Donc, du coup, elles ont un problème de prendre de la hauteur et de se dire, mon contenu, je le crée dans telle optique pour partager telle émotion, raconter telle histoire, montrer tel produit. Donc, elles ont ce problème-là, premièrement. Et deuxièmement, après, c'est un problème de compétences techniques, hein, comme on l'a dit, d'écriture et de réalisation, quoi, tout simplement. Ouais, ça c'est clair. En fait, c'est vrai que les entreprises, la plupart du temps, elles parlent d'elles-mêmes, elles parlent de leur, on en avait parlé, mais de leurs produits ou de leur image. On a accueilli une délégation de l'étranger, on est hyper fiers. Et c'est vrai que ça raconte rien, il n'y a aucune émotion, comme tu l'as dit. Hein, les émotions, ça manque un peu peut-être dans le contenu corporate, on va dire. Et tu parlais la dernière fois de P2P, personne à personne. En fait, le contenu, il faut qu'il parle à une personne plutôt qu'à un ensemble, c'est ça? C'est ça. Alors, tu prenais l'exemple du B2B. Donc, tu disais, il y a une entreprise qui dit, on a accueilli telle délégation qui vient de tel pays. Donc ça, pas intéressant, ça m'est égal. Par contre, la même histoire. On prend le gars qui s'appelle, je sais pas moi, on va lui donner un nom, il s'appelle Michael. Il vient de Dubaï. Et lui, on peut raconter l'histoire. Pourquoi il est venu, tu vois, à Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une promotion qui a fait que maintenant il peut voyager? Et du coup, il est content de découvrir Paris. Il est allé voir la Tour Eiffel. Il a demandé la main de sa femme. Là, je vais peut-être un peu loin, mais tu vois, tu peux raconter une histoire super intéressante à propos de la même délégation qui s'est déplacée. Et du coup, tu donnes un côté humain. Et c'est ce que je dis, c'est que le B2B, pour moi, ça n'existe pas parce que il y a jamais Coca-Cola qui parle à Nike ou Coca-Cola qui parle au petit business de la boulangère d'à côté.
il y a toujours quelqu'un qui va s'adresser, donc c'est le porte-parole ou le community manager, à quelqu'un d'autre qui va voir le contenu. Donc, c'est ce que dit Sam Ovens, pour ceux qui le connaissent. Sam Ovens, il parle de P2P, donc people to people. Et donc, il faut toujours garder à l'esprit, quand on écrit un contenu sur LinkedIn, par exemple, un blog ou quoi que ce soit, ou qu'on fait une vidéo, c'est qu'on n'est pas un business qui parle à un business. On est une personne qui va raconter une histoire ou qui va faire de la pédagogie à une autre personne, tout simplement. Donc, on se dit, si je devais parler à une vraie personne, qu'est-ce que je lui dirais? Ok, cette phrase, je la mets pas parce que dans la vraie vie, cette phrase, elle n'existe pas. Cette formulation, pareil. On n'a jamais dit ça dans la vraie vie. Donc, soyez normaux et parlez à des gens comme si ils étaient en face de vous, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, ça, c'est peut-être un espèce d'obstacle à franchir pour la plupart des entreprises qui ont peut-être peur de se mettre trop en position de faiblesse en faisant ça, en position de vulnérabilité. Tu vois. Toi, comment tu l'expliques à tes clients ça, qui ont peut-être cette peur? Alors, comme dit beaucoup Gary Vee, avec qui j'ai eu la chance de travailler dans son agence. Pour Gary Vee, la vulnérabilité, c'est une force. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Tout le monde est vulnérable, mais le montrer, l'assumer, ça veut dire je montre que je suis fort parce que je peux assumer mes vulnérabilités et ça me met pas en danger. Je peux vous montrer que j'ai un défaut, je suis quand même moi et j'assume tel que je suis et j'ai aussi mes qualités. Donc du coup, ça on sait que la vulnérabilité, ça touche les gens. Quand on montre qu'on est vulnérable, les gens se disent ok, il est accessible, je peux me projeter en lui, donc quelque part je m'identifie à cette personne et je peux la comprendre. Alors que si on essaie d'avoir une image trop policée, on sait que c'est faux. Et le faux, aujourd'hui, le fake, voilà, c'est pas intéressant. On l'a vu, revu, on connaît les astuces de marketing. Les gens sont habitués à tout ça. Donc, ce qu'ils veulent maintenant, c'est du vrai. Et le vrai, c'est montrer qui on est tel qu'on est. Ouais. Est-ce que le storytelling et la vidéo, enfin ça se passe sur TikTok, mais si on va sur d'autres réseaux sociaux, tu vois, comme LinkedIn ou Facebook par exemple, parce qu'il y a des marques qui communiquent sur Facebook, qui ont quand même une grosse communauté encore, elles peuvent appliquer ça sans être sur Facebook, tout ça. Toi, tu le vois ou pas? Alors, toi, dans les posts un peu plus tradis, on va dire, des posts avec une image, un texte. Où il vaut mieux. Tu vois, c'est une question que je te pose. En fait, le storytelling, tu peux l'appliquer n'importe où, avec n'importe quel format. Bien sûr, bien sûr, exactement. C'est que en fait, cette compétence-là de storytelling, de divertissement, d'optimisation des contenus, c'est vrai qu'elle est exacerbée sur TikTok, mais tu peux l'appliquer partout. Et comme tu disais, LinkedIn, c'est exactement la même chose. Ce triptyque de faire une accroche, avoir un fil conducteur qui fait qu'on décroche pas, avoir à la fin un climax et un call to action, ça, tu peux l'appliquer sur LinkedIn dans ta rédaction de post en text only. Tu peux l'appliquer également sur Insta dans un texte, dans une vidéo, dans ce que tu veux. Sur Facebook, c'est pareil. YouTube, c'est exactement pareil, mais en format un peu plus long. Donc ça, c'est une compétence qui est à développer et que tu appliques partout. Et pour moi, en fait, ceux qui dominent TikTok aujourd'hui, ils peuvent dominer également tous les autres réseaux. Ils vont dominer le futur parce qu'ils ont cette compétence-là. Un peu comme les Viners. Les Viners qui étaient à succès, ils ont dominé ensuite YouTube. Les frères Paul, Zach King, etc. Il y a plein d'exemples. Quand tu as cette compétence, quand tu comprends la psychologie humaine et que tu es capable d'apporter à une audience ce qu'elle souhaite, tu peux l'appliquer à tous les réseaux. Ça, c'est clair. Ouais, super intéressant ce que tu dis. Il faut quand même s'intéresser à ce côté psychologie humaine. Quoi. C'est un truc, il faut y passer. Quoi. Alors, c'est un peu aussi, je cite beaucoup de gens. Moi, j'aime bien m'inspirer des plus grands, de ceux qui réussissent mieux que moi. Mais c'est ce que dit Marketing Mania, Stan Leloup, tu vois. En fait, ce qu'il dit, c'est que il faut comprendre les gens, il faut comprendre la psychologie. Il parle déjà de psychologie humaine très souvent. Et aussi, il parle de ça, je crois que c'est, il cite quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, qui dit qu'en gros, ce qui est nouveau a une durée de vie qui est probablement limitée, et ce qui est très vieux a de chances de rester très longtemps. Donc en gros, des fois, on va se concentrer sur le dernier outil à la mode, comme TikTok. On dit, il faut que j'apprenne TikTok. Mais TikTok, quelque part, ça pourrait disparaître dans 2 ans, dans 5 ans. Or, ce qui ne disparaît pas, c'est les humains. Les humains, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours aimé les histoires. Ils ont toujours aimé qu'on leur raconte des choses, qu'on les divertisse, qu'on les challenge. Du coup, si on maîtrise cette compétence, qui est une compétence intemporelle, on peut l'appliquer à toutes les modes qui viennent et qui vont, comme Facebook, comme Insta, comme TikTok et comme d'autres trucs dans le futur. Ouais, exactement. Tu vois, ça, c'est souvent un truc que je dis aussi dans la formation. En fait, il faut être un bon. Enfin, si tu
si tu sais trouver les idées déjà, les bonnes idées qui vont avoir une résonance, un écho, et si tu sais bien les raconter, tu as gagné la partie en CM, quoi. Du coup, toi, aujourd'hui, un community manager, c'est quoi ses points forts, tu vois? Il doit vraiment axer ses compétences sur la maîtrise du storytelling. Alors, moi, si tu me demandes une question un peu plus large, je te dirais que la première compétence du community manager, pour moi, c'est sa culture web. Il doit être imprégné dans le web, il doit connaître le web, il doit connaître Twitter, Twitch, YouTube, tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment une culture qui fait que le cerveau va être entraîné, il va avoir plein de choses qui se passent, il va comprendre les mécaniques de tout, il va pouvoir en faire un mix et le proposer à son employeur et dans sa mission. Donc, la culture web, pour moi, c'est la première base. La première chose, tu dois être intéressé, passionné par le monde des réseaux sociaux et d'Internet. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pouvoir créer du contenu intéressant. Et le contenu intéressant, effectivement, ça passe par cette compétence de narration, etc., quoi. En fait, la narration, etc. Enfin, là, il faut être quand même un minimum bon. Il faut pas faire de fautes du tout, quoi. Alors, toi, tu dirais quoi là-dessus? En fait, dans mon podcast, il y a pas mal de social managers qui me disent ouais, c'est compliqué parce que des fois, je prends des alternants, ils font des fautes. Après, sur TikTok, tu t'en fiches parce que il n'y a pas de texte vraiment. Mais enfin, si, il y a du texte, il y a les sous-titres. Bon. Moi, je regarde pas mal de gros créateurs de contenu. J'en ai un en tête qui s'appelle Alex Baker. Alex Baker, c'est un YouTuber aussi qui est là sur Twitter, qui est très actif, etc. Lui, c'est un multimillionnaire, investisseur, start-upper, créateur de contenu très marrant et tout. Ouais. Et lui, il fait des fautes tout le temps. Ouais. Il fait des fautes, il sait pas parler, enfin, il sait pas écrire l'anglais. Est-ce que ça l'empêche d'avoir une audience, etc. Non, tu vois. Oui, c'est sûr, mais c'est comme Joule. Hein. Joule. Ouais, comme Joule, ouais, exactement. Je regarde ce contenu, il y a une faute sur 2 mots et il a une audience qui est gigantesque. Non, mais c'est clair. J'ai sorti la référence Joule quand même. Bon, mais parce que j'aime bien de temps en temps, tu vois. Voilà. Ouais, mais c'est la culture, quoi. C'est la culture. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour te répondre, ouais. Si tu as le bagage intellectuel pour pas faire de fautes, applique-toi, relis-toi, sois perfectionniste et ne fais pas de fautes. Par contre, si tu penses que tu vas échouer juste parce que tu as des problèmes d'expression écrite et d'orthographe, non, pas du tout. C'est pas ça qui fait que quelqu'un réussit ou ne réussit pas. Ouais. C'est d'autres compétences qui font. Ouais, exactement. Alors, bon, moi, j'ai un bon bagage littéraire, mais je fais des fautes quand même. J'utilise des outils qui sont payants, qui me corrigent les textes et tout. Voilà. Donc, comme quoi, par exemple, tu utilises? Là, j'ai un outil qui est génial qui s'appelle Language Tool. C'est un outil qui est open source. Ça coûte 38 € ou $50, je sais plus, pour 2 ans. Et en fait, moi, je corrige mes newsletters, mes posts LinkedIn, mes newsletters et mes posts LinkedIn et ceux pour les posts pour mes clients à l'intérieur, tu vois, quand je suis pas sûr. Et puis aussi, il le corrige tout seul sur d'autres outils, tu vois, c'est sur Notion, dans les mails et tout. Et en fait, c'est hyper simple à utiliser. T'as juste à cliquer, il te change le mot, il te propose un autre mot à la place ou quoi. Et ça, pour moi, c'est indispensable parce que t'es tranquille, même si je suis un grand lecteur, tout ça, et ben je peux faire des fautes, inattention, ou j'écris beaucoup ou quoi, et c'est humain, c'est normal, quoi. Non, mais c'est bien, je le note. Language Tool. Language Tool, ouais. Et franchement, il est dispo en français, en anglais, dans plein de langues. Il change automatiquement si tu mets à écrire en anglais, il va te corriger les fautes en anglais. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Ok. Est-ce que, alors, là, on parlait de créateur de contenu. Est-ce qu'un community manager tu vois, une personne qui a envie de devenir community manager aujourd'hui, comment elle fait, tu vois, pour aller sur TikTok, par exemple, elle voudrait accompagner une marque sur TikTok, un CM, tu vois, qui est pas forcément créateur de contenu. Est-ce que c'est possible déjà? Tu as commencé par dire comment elle fait. Spontanément, j'ai dit il faut qu'elle commence par elle-même. C'est ça le plus facile parce que tu n'as pas de pression, tu n'es pas payé, tu n'as pas d'obligation. Donc, tu le fais avec toi, tu t'entraînes, tu vois ce qui marche pas. Et une fois que ça marche, tu dis je peux l'appliquer à quelqu'un d'autre. Tu peux proposer tes services au début peut-être gratuitement à un ami, à une association ou à ce que tu veux. Et ensuite, tu montes et tu te fais payer, etc. Et tu proposes tes services de plus en plus chers. Donc ça, c'est mon premier réflexe. Le second réflexe, ça pourrait être
si jamais c'est des étudiants, peut-être qui postulent à des stages. Mais honnêtement, moi, si tu postules à un stage chez moi ou une alternance ou un travail, tu n'as jamais fait quoi que ce soit, je vais te dire, non, tu vois. Parce qu'en fait, tu avais la capacité de le faire. Ouais. C'est démocratique parce que tout le monde peut le faire. C'est pas payant, tu vois. Il n'y a pas de niveau de compétence à faire au début. Tu tentes, tu commences et tu vois. Donc, moi, je suis vraiment un fan des créateurs. C'est pour ça qu'avec moi, il n'y a que des créateurs. Donc, mon conseil, c'est pas un conseil universel, mais mon conseil, c'est essayez vous-même avec vos propres comptes. Et après, voilà, vous pourrez le faire avec d'autres. Tu sais, sur TikTok, si tu commences, tu as un compte à 500 abonnés, tu peux quand même vendre tes services à des entreprises. Ou selon toi, il faut être quand même quelqu'un qui a une énorme communauté ou quoi, comme par exemple la tienne. Ouais, c'est possible, quoi. Bien sûr. En fait, soit tu vas vendre la performance. Tu dis, moi, quand je fais un truc, ça marche. Regardez, j'ai fait une vidéo, elle a fait 100 000 vues. Donc, soit tu vends ça. Ou tu peux vendre, par exemple, la qualité d'écriture, la qualité de réalisation. Peut-être que tes montages, ils sont beaux, mais que tu sais pas écrire. Et peut-être qu'en entreprise, quelqu'un sait écrire et vous allez être complémentaires. Ou l'inverse, tu vois. Donc, tu peux toujours vendre tes services de community management, de création graphique, de ce que tu veux, de storytelling et tout, même avec une petite communauté. Il y a des gens qui font de très bons contenus et qui n'ont malheureusement pas d'audience ou pas une grosse audience. Donc, évidemment que tu peux vendre tes services quand tu as une petite communauté. Ouais, tu peux montrer que tu fais de la veille, que tu suis bien les trends, tu es bien au courant et que tu peux les aider dans un tel secteur ou quoi. Non, c'est clair que tu peux, comme tu disais, en fait, tu peux tout vendre. C'est pas, en fait, tu sais, j'ai l'impression que sur TikTok, les CM, enfin, les personnes qui voudraient devenir CM aujourd'hui, elles pensent que sur TikTok, il faut être créateur de contenu pour accompagner les entreprises. Alors que non, en fait. Il faut juste pratiquer, en fait. C'est la base. Il faut pratiquer, que ce soit... il faut pratiquer. Voilà. Dans tous les sens, ouais. Ok. D'accord, ça marche. Alors là, je vais te poser une autre question par rapport à TikTok. TikTok, toi, tu l'utilises en organique et tu fais des pubs aussi, c'est ça? Alors, oui, moi je crée mes contenus organiques. Je crée même pour des clients des contenus organiques. Il y a même des clients qui veulent que des contenus organiques. Ouais. Donc, ils me disent, on veut de la croissance, mais on veut pas de paid, on veut que du organique. Donc, ça, c'est très bien. Je fais aussi du Spark Ads, c'est-à-dire un contenu qu'on va faire en organique et qu'on va booster en pub pour l'amplifier. Ouais. Je le précise au cas où, mais on amplifie que les contenus qui marchent. Ceux qui marchent pas, si on met de l'argent, on perd notre argent. Donc, on va amplifier. S'il y a un buzz, on dit, elle a fait 100 000 vues. OK, on met un budget pour qu'elle fasse 500 000 ou 1 million. Deuxième chose. Et troisième chose, je fais aussi des pubs, des vraies pubs où il y a des call to action, on monte le produit, etc. Pour les clients, pour mettre en avant leurs produits, leurs services, mais d'une façon qui est une façon user-generated content, c'est-à-dire une pub qui est faite de façon naturelle, qui ressemble à une vidéo normale, quoi. Ouais, d'accord. Et alors, par exemple, si une entreprise, elle te demande de faire que de l'organique, pourquoi elle te demanderait ça, tu vois, sur TikTok? Parce que par exemple, sur un autre réseau social, faire que de l'organique, c'est genre sur Facebook, c'est genre impossible, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur les autres réseaux, c'est très compliqué. Ouais. D'avoir des performances en organique. C'est possible, pour les meilleurs, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ouais. Sur TikTok, c'est compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué. Ouais. Donc, en fait, elles se disent, j'ai entendu dire que sur TikTok, on pouvait avoir de la croissance organique, on pouvait avoir beaucoup de vues sans payer, donc je vais en profiter. Et quelque part, je les comprends. Donc, quand elles font appel à toi dans cet objectif-là, c'est un objectif. Là, tu leur proposes, tu leur dis, OK, c'est un objectif de notoriété. Elles attendent pas forcément de. En fait, elles se disent pas, OK, il va y avoir beaucoup de vues, donc on va avoir beaucoup de ventes. Alors, tu m'as dit objectif de notoriété. Donc, effectivement, quand elles viennent me voir, soit elles veulent de la notoriété, donc des vues TikTok, soit elles veulent faire grossir leur base de followers, donc acquisition de followers, ou soit elles veulent transformer en vente, donc visite sur le site, commande, etc. Et pour chaque type d'objectif, il va y avoir une typologie de contenu, une stratégie éditoriale qui va être différente. Et donc moi, selon ce qu'elle me dit qu'elle souhaite, j'adapte ma proposition éditoriale et créative en fonction de l'objectif. Ok. Ouais, au moins c'est clair. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, OK, en fait, il y a toujours des entreprises qui confondent le truc de vues. Plus j'ai des vues, plus je vais avoir des clients. C'est vrai, en fait, mais on peut pas forcément le mesurer, tu vois. Toi, quand tu proposes de la transformation pour tes clients, est-ce que tu
tu proposes aussi de la publicité, forcément. Tu peux mesurer le ROI avec la publicité, quoi, de la transformation. Alors, je propose même de l'acquisition de followers. Enfin, ouais. Comment dire ? En fait, des fois, on va faire un test. On se dit, le client veut atteindre, je sais pas, 100 000 abonnés, mais il veut pas mettre de pub. Donc, on va faire une stratégie. On va l'essayer sur 3 mois, par exemple. On va voir si on y arrive. Et au bout de 3 mois, on réévalue ce qui est possible, pas possible de faire. Mais c'est sûr qu'on peut pas tout faire. Enfin, non, je vais retirer ma phrase. On peut tout faire avec toutes les marques. Non, on peut tout faire, mais il faut juste mettre les moyens créatifs, les moyens budgétaires, etc., quoi. En fait, ce que tu voulais dire, c'est qu'on ne peut pas tout faire si on n'a pas le budget, peut-être. Voilà, exactement. J'ai complété ta phrase. Tu m'as compris, exactement. Ouais, ok, ça marche. Ok, et alors, quel type d'outil tu utilises pour créer des vidéos, tu vois ? Alors, nous, on utilise la suite Adobe. Donc, nous, on maîtrise tous les logiciels Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator, blablabla. Donc, ça, c'est notre base. Nous, on sait que quand on utilise ça, on peut tout faire. En revanche, on n'est pas obligé d'utiliser Adobe pour créer du contenu. Il y en a plein qui utilisent du contenu, qui créent du contenu sur Canva, par exemple. Sur mobile, il y en a plein qui font des montages sur CapCut, sur InShot. Et moi, en atelier TikTok, je montre aussi comment créer dans TikTok, parce que TikTok, c'est un formidable outil aussi, dans InShot et dans CapCut. Donc ça, c'est des logiciels qui sont gratuits, ou en tout cas freemium, qui sont accessibles et qui permettent de faire des contenus, enfin, pas de façon illimitée, mais de façon très avancée quand même. Donc ça, c'est pour la vidéo. Et après, après, pour la gestion de projet et pour la collaboration, moi, j'utilise la suite Google. Je suis un grand fan de la suite Google. Google Meet, Google Drive, Google Sheet, Google Slide pour les présentations clients, etc., pour l'idéation, tout ça. Donc moi, mes deux favoris, c'est la suite Adobe et la suite Google. Ok, d'accord. Et Première, tu disais que ça génère des sous-titres automatiquement, c'est ça ? Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a CapCut aussi qui permet de faire ça, générer des sous-titres automatiquement. Mais c'est vrai que monter sur portable toute la journée, quand tu as 18 vidéos à faire, t'en peux plus, quoi. Enfin, au bout de 3 vidéos, t'as plus d'yeux. En fait, c'est ça, c'est que si tu veux industrialiser et professionnaliser, tu es obligé de passer par le format desktop. Et avec les airdrops, on se transfère très vite. Les vidéos, ça va très vite sur le Mac. On monte, on exporte, on repart, ça va très vite. Donc, nous, on a en fait un process de création qui part du mobile. On crée sur le mobile. On finalise, on monte sur le desktop. Et après, ça repart sur mobile pour la mise en ligne. Et c'est très fluide. Ok, ouais, c'est super intéressant. Donc, tu n'utilises pas de caméra, quoi. C'est vraiment le smartphone. On peut utiliser les caméras au besoin, mais c'est rare. On préfère pas. Parce que c'est ce que dit Zach King, qui est donc l'un des plus grands YouTubeurs, l'un des plus grands TikTokers. Il est dans le top 5 des TikTokers mondiaux. Lui, Zach King, c'est un YouTuber illusionniste, entre guillemets, magicien. C'est-à-dire qu'il va montrer un truc, mais en fait, c'est pas la réalité. Et lui, il a des studios de cinéma à Hollywood. Il a une trentaine d'employés. Il a des millions de budget. Chaque vidéo, elle coûte 100 000, 200 000 $. Donc, lui, il n'a pas un problème de budget. Pourtant, chaque vidéo, il la filme en simultané avec une caméra cinéma qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et juste à côté, il a un iPhone. Parce que lui pense que sur les réseaux sociaux, les gens veulent un contenu qui est plus vrai, qui est plus naturel, etc. Et ça, c'est aussi une règle que s'applique MrBeast, qui filme beaucoup avec les GoPro, etc. C'est ce que fait aussi Lena Situation, qui fait ses vlogs d'une façon un peu naturelle. Donc, il faut trouver le bon équilibre, en fait, entre le professionnalisme et le côté accessible. Ouais, à main levée, quoi. D'ailleurs, tu as la main levée sur tes vidéos, toi, ou tu filmes comme ça, quoi, ou tu as un stabilisateur, une perche, un truc? Alors, la plupart du temps, moi, ce que je conseille, c'est le format selfie. Donc là, on n'a pas besoin de stabilisateur ou quoi que ce soit. Après, bien sûr qu'on a tout ce qui est stabilisateur, trépied, GorillaPod, etc. On a tout ça. Mais dans la plupart des cas, on peut créer avec un équipement minimum. Ça, c'est clair. Et tu mets une petite oreillette dans le portable là pour que le micro ça soit bien, ou non, tu parles Si on est en selfie, qu'on se filme en selfie, en fait, c'est ce que je conseille. Filmez-vous en selfie pour que l'image soit bonne, qu'on soit en gros plan, et que le son soit bon. Par contre, si on filme une scène qui est plus loin, parce qu'on a décidé de faire un micro-trottoir ou qu'on a décidé de faire autre chose, là, du coup, on a des petits micros qu'on branche. On branche le récepteur sur
sur l'iPhone en bas. Et là, on le clipse comme ça. C'est Ouais. très discret. Et en Bluetooth, ça connecte, quoi. Ouais. Du coup, il y a toujours des astuces pour avoir un niveau de qualité de rendu qui est professionnel, tout en ayant un budget et aussi un niveau technique pas forcément très élevé. Ouais, top. Mais merci pour ça, c'est chouette. Et enfin, quels sont tes conseils pour se lancer, tu vois, pour devenir community manager et peut-être accompagner des marques sur TikTok? Enfin, t'en as donné déjà pas mal, mais est-ce que tu as un dernier conseil à donner? Non, pour se lancer et devenir community manager sur TikTok, la méthodologie elle est très simple. Consommer du TikTok avec un œil analytique, parce qu'on peut consommer et rien voir, mais consommer avec un œil qui analyse, ok, lui il a fait ça, elle a fait ça, ça a bien marché comme ça. Donc ça, c'est déjà une première chose qui va vous éduquer. Ensuite, essayez vous-même, que ce soit avec vous en tant que créateur, protagoniste ou pas. Ça peut être une voix off, ça peut être avec des voix d'intelligence artificielle, ça peut être vous écrivez, quelqu'un d'autre fait la voix ou l'acteur. Essayez de faire des choses. Et une fois que vous voyez que ça marche un petit peu, pas forcément des millions de vues ou des milliers de followers, mais vous voyez que ça marche un petit peu, ben là, vous pourrez commencer à contacter soit des marques par rapport à des stages ou des emplois, ou bien les démarcher avec des prestations. Ouais, merci beaucoup pour ce super conseil, c'est top. Juste avant de terminer, où on peut te joindre, tu vois, si jamais, où regarder tes contenus ou quoi? Alors, moi, je vais conseiller aux gens de me suivre sur 2 réseaux, qui sont les 2 réseaux que Gary Vee a annoncé comme les plus grands réseaux depuis 2019. Il annonce ça. C'est TikTok, donc @RUDIGY, RudiJ. Ouais. Et sur LinkedIn, mon nom, Rudy Turinet. Je poste également du contenu de façon très régulière sur LinkedIn pour montrer un peu mes actus professionnels. D'accord. Ouais, toi, tu n'es pas trop présent sur Instagram. Je suis présent sur Instagram, mais j'ai un contenu qui peut être plus personnel, plus léger. D'accord. Donc, ils peuvent me suivre, mais c'est pas là qu'ils vont apprendre le plus. D'accord, ouais, d'enseignement. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Rudy, c'était super intéressant. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir aussi. Ouais, bah de rien, écoute. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. À très vite pour un prochain épisode.